sciences de gestion sont-elles des sciences fondamentales? Armand Hatchuel, bonjour. Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech, PSL Université, Centre de gestion scientifique Mines ParisTech. Sciences fondamentales alors, les sciences de gestion. On n'a pas cette idée a priori, tout le monde dit c'est non, c'est appliqué. Bonjour Jean-Philippe et merci de cette invitation. Et pour une question qui effectivement nous tient particulièrement à cœur dans notre laboratoire parce que la question sciences de gestion, sciences fondamentales, on ne veut pas faire peur, il faut expliquer ce que l'on veut dire par fondamental. Alors la tradition effectivement des sciences de gestion, sont des sciences par spécialité ou par champ professionnel. Alors il se trouve qu'effectivement, quand est-ce qu'une discipline, quelle qu'elle soit, devient fondamentale, c'est lorsqu'elle s'attaque à des questions qui sont des questions qui portent sur la connaissance elle-même, sur des verrous de la connaissance, sur des biais épistémologiques importants, qui peuvent venir de la pratique, mais qui aussi ne vont pas immédiatement chercher les objectifs de la pratique, et qui aussi, on l'oublie parfois, c'est que quand on est fondamental, on ne sait plus très bien à quelle discipline on appartient. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir des résultats qui vont diffuser sur le champ scientifique. Alors, c'est, je crois, ce qui est arrivé aux sciences de gestion. Ça s'est cristallisé, cette idée de cette prise de recul et d'embrasser des questions lourdes, s'est cristallisé il y a longtemps, il y a 16 ans, et ça a donné cet ouvrage qui s'appelle déjà « Les nouvelles fondations des sciences de gestion ». Et au fond, je te remercie de cette occasion de refaire un peu un bilan, 16 ans après, de ce programme de sciences de gestion comme sciences fondamentales. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut voir ce à quoi nous a mené ce programme. Ce qu'il a produit. Alors les origines peut-être d'abord. Alors les origines, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de plusieurs collègues. On pourrait les citer, Albert David, Romain Loffer, Alain-Charles Martinet, Jacques Girin, le regretté Jacques Girin, qu'au fond, les sciences de gestion avaient accumulé plusieurs capacités d'analyse et de méthodologie qui permettaient à un moment donné de faire deux choses. D'une part, on avait un accès inattendu et d'une finesse opératoire rarissime dans l'histoire à ce qu'était l'action et l'action collective. Et le deuxième aspect, c'est qu'on avait une variété d'observations, là aussi très rares dans l'histoire, puisqu'on pouvait observer aussi bien des usines, des hôpitaux, des prisons, des universités elles-mêmes, des laboratoires de recherche de production scientifique. Alors, ce cadre-là fait qu'au fond, les sciences de gestion se trouvaient d'une certaine façon à maturité pour se poser des questions fondamentales. Alors, on va dire, mais laquelle de questions? Alors, ce que l'on peut constater maintenant avec le recul, c'est qu'au fond, on a d'abord construit un corpus qu'on appelle la théorie de l'action collective. Ce corpus, il a eu plusieurs effets. Premier effet, il va nous ramener, et on le verra en histoire, on va se demander, mais d'où vient cette notion de gestion? Quelles en ont été les traditions? Quel a été son statut philosophique ou pas, on y reviendra. Ça, c'est le premier aspect, au fond. Et le deuxième aspect, c'est qu'il a conduit à partir d'un même corpus à des percées. Alors, je suis à l'aise aujourd'hui pour aller décrire ces percées, parce que le temps est passé. Première percée, une théorie de l'action collective adaptée à l'innovation. Donc, adaptée à la régénération à la fois des institutions, des objets et des connaissances. Et ça a donné la théorie de la conception, qui est aujourd'hui une des outils les plus importants pour analyser la créativité contemporaine et les métabolismes, ce qu'on appelle les métabolismes contemporains. Il y a eu déjà un certain nombre d'émissions sur ce canal, mais on en reparlera dans une émission future. Le deuxième axe, plus spectaculaire si l'on veut, c'est que la théorie de l'action collective nous a amené à constater qu'on avait en quelque sorte perdu la théorie de l'entreprise, que nous ne savions plus ce qu'était l'entreprise. Et je suis particulièrement satisfait d'annoncer qu'une réforme de fond du Code civil, du Code du commerce, est en train de s'opérer sous nos yeux avec la loi Pacte, et qu'il y a un chemin qui va de la théorie de l'action collective, telle qu'on l'avait un petit peu annoncé il y a 15 ans, et à ce résultat-là. Donc, l'objet, c'est un peu de comprendre ce parcours. Alors, quand on dit on veut une théorie de l'action collective, on se dit, mais il y a des candidats.
Mais bien sûr, il y a des candidats. Ouais, pourquoi les sciences de gestion plus que d'autres? Alors pourquoi, j'ai déjà dit un terme, finesse opératoire, qui permet le changement d'échelle, la granularité, variété des situations, ça c'est vraiment des bons prémices pour aborder une théorie un petit peu plus générale. Mais en même temps, on peut se demander, et les autres, et les autres. Et là aussi, il faut quand même rendre hommage à toute une série de disciplines qui se sont intéressées à l'action collective, mais pas directement. L'économie pense être une science de l'action collective, la sociologie pense être une science de l'action collective, la théorie politique, la théorie de l'anthropologie. Alors, quelle différence? Eh bien, ce qui historiquement, et là c'est une histoire des sciences qui permet de l'expliquer, quand on regarde la manière dont les sciences sociales ont abordé l'action collective, elles l'ont toujours abordée à partir d'une espèce de modèle de base. L'échange marchand, ou bien le don pour certains, ou bien la société vue comme une totalité, ou bien encore pour les anthropologues, l'ethnie. Eh bien, en fait, chacun de ces prismes, on peut le lire aujourd'hui comme un biais d'analyse pour une théorie plus générale. Et pourquoi avions-nous besoin d'une théorie plus générale? Précisément, et ça aussi c'est les sciences de gestion qui le montrent, c'est que le monde contemporain n'est pas un monde statique. Ce n'est pas un monde statique, c'est un monde en pleine transformation. Donc ce qui permet de comprendre le monde contemporain et d'agir dans le monde contemporain, c'est précisément des théories de l'action collective qui doivent à un moment donné se libérer des théories de la société telles qu'on les avait pensées avant, ou de l'échange marchand, ou de l'ethnos. Donc à la fois, on pouvait faire fond sur un ensemble de disciplines, mais en même temps, il nous fallait faire un saut. Et ce saut, ça a été, je l'ai déjà dit, la formulation d'une théorie de l'action collective, dont je crois que peut-être le théorème le plus sympathique, celui qui va nous parler le plus, bien que ce ne soit juste un corollaire, ce n'est pas le principe fondamental, mais je crois qu'il va parler à beaucoup de nos auditeurs, c'est qu'on ne peut pas avoir une théorie de la rationalité sans une théorie de la responsabilité. Mais réciproquement, on ne peut pas avoir une théorie de la responsabilité sans une théorie de la rationalité. Je crois que ça, d'une certaine manière, c'est une des premières ouvertures avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette théorie de l'action collective. Une série d'émissions exceptionnelles à venir. Merci Armand Hatchell.